Bonsoir tout le monde, bonsoir Nathalie. Euh, Bonsoir Gabriel. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Alors ce soir, on a prévu donc de vous parler psychopédagogie. On a la chance d'avoir Nathalie avec nous. Je vais laisser un temps pour qu'elle se présente. Et puis de toute façon, vous verrez, donc comme d'habitude, vous n'hésitez pas à interagir, à poser vos questions. Je pense que ce soir, c'est pareil, on va avoir de la chance. Normalement, on devrait avoir Nima et Adrien qui vont être derrière leurs écrans et donc ils vont pouvoir aussi interagir avec nous. Là, tu vois, ça c'est bien, les gens tous se connectent, comme ce qu'on disait tout au début. Partagez également un maximum. On s'est rendu compte que lorsque vous partagez la vidéo en live sur d'autres groupes, bah forcément ça nous aide à avoir enfin, beaucoup plus de vues. Et donc, je pense indirectement essayer d'apporter un maximum de solutions pour les familles qui galèrent à pouvoir obtenir un rendez-vous chez un professionnel ou qui tout simplement en fait n'ont pas de professionnel aux alentours de chez eux. Voilà pour le cadre. C'est parti? C'est parti. Bonjour, alors Nathalie Paget, je suis neuropsychologue, je travaille en cabinet et puis je travaille pour une société qui s'appelle Psyadom et c'est dans ce cadre-là que je fais de la psychopédagogie. Donc ce sont des psychologues qui interviennent auprès des enfants qui présentent des troubles des apprentissages ou des difficultés et on les accompagne dans les devoirs. En fait, on les accompagne pas franchement pour les devoirs, disons que les devoirs c'est un moyen pour pouvoir leur parler un petit peu de métacognition, c'est-à-dire savoir comment ils réfléchissent. Euh, donc on va leur demander comment ils s'y sont pris pour faire une tâche, qu'est-ce qui a posé problème. Euh, Métacognition, déjà, c'est super intéressant. Je sais pas alors, en fait si les personnes ont oui, entendu parler ou pardon. pas de métacognition, mais ça pour le coup, ça on va dire que c'est un mot sur lequel on peut prendre le temps et tout Oui. de Alors, définir. la métacognition, c'est l'ensemble des croyances qu'on a sur nos capacités. Euh, voilà. Donc c'est des croyances, donc pour certaines elles peuvent être limitantes, on peut penser qu'on ne sait pas faire. Donc on va travailler Donc là-dessus c'est prendre conscience de nos de nos capacités capacités. et de notre D'accord. fonctionnement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met en place pour pouvoir exécuter une tâche. Qu'est-ce qu'on va mettre en place quand on apprend une poésie, quand on résout un problème de mathématiques. Comment on va porter notre attention. Euh, bon. Ok, super. Ouais. Et donc en fait c'est une approche un peu globale où l'enfant il doit être à la fois à l'aise dans ses baskets et puis disposer d'outils pour pouvoir bien apprendre. Alors, Donc là, tu vas nous dire un petit peu donc, ce qui est fait au sein de Psyadom. oui, donc Ouais, on va travailler. Alors c'est vraiment du cas par cas. d'accord. L'idée c'est quand même de rendre l'enfant actif et d'arriver à éveiller sa motivation interne, c'est-à-dire que lui il devienne curieux et il s'investisse dans les apprentissages. D'accord. Le but c'est de le rendre autonome dans les devoirs. Voilà, le but c'est pas de terminer les devoirs, mais de lui apprendre à travailler, de lui donner des techniques de mémorisation par exemple, où on va lui expliquer qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand il mémorise, pourquoi c'est utile d'avoir plusieurs sessions, plusieurs répétitions, 3 répétitions. Euh, Et alors ça, du coup, ça j'imagine que ça dépend du profil de l'enfant, évidemment, oui. avec ses points forts et ses points faibles. Généralement, c'est quoi les profils des enfants qu'on retrouve chez Psyadom, Moi globalement? j'ai accompagné beaucoup d'enfants qui étaient haut potentiel. Donc là, l'idée, c'était de les rendre autonomes, de les rendre plus dynamiques dans leurs devoirs, de savoir où aller chercher, comment s'y prendre, comment s'organiser, leur apprendre à faire des liens entre les connaissances. Apporter la stimulation, en fait, Oui, qui manque généralement oui, un petit autour peu. des devoirs. Voilà. Après, on peut avoir aussi des enfants qui ont des difficultés pour porter leur attention. Donc là, on a plusieurs outils. On peut aussi utiliser la respiration, on a pleine conscience. On va aménager l'environnement, c'est-à-dire que, alors ça dépend
le temps qu'il peut rester concentré sur une tâche, mais on va évidemment lui donner des objectifs très précis à court terme. On va d'abord découper les tâches, se fixer des objectifs, allouer un temps à chacune des tâches, et puis faire des pauses régulièrement pour qu'il puisse récupérer. On va, par exemple, si c'est un enfant qui n'arrive pas à rester assis tranquille, on le laisse bouger tant qu'il n'a pas besoin de faire une production écrite, par exemple. Parce que en fait, de s'agiter, ça va lui permettre, lui, de se mobiliser au niveau attentionnel. Donc, on va le laisser, moi, je vais le laisser bouger. On va essayer de veiller à ce qu'il n'y ait pas de distracteurs autour de lui sur le bureau, que ce soit sa trousse, des stylos, enfin un peu tout ce qu'il peut, ou la petite manette de la télécommande de la voiture. Enfin, on va essayer d'avoir un environnement relativement neutre, bien éclairé, faire des pauses, et puis En fait, comme vous avez connaissance du profil, avec les points forts et les points faibles, de ce qu'un trouble peut apporter, parce que moi, on parle de potentiel, mais oui. j'imagine que vous avez Mais aussi là, c'était certains... plus sur les troubles de l'attention. Ouais, par exemple, le trouble de l'attention, vous parvenez à adapter l'environnement Oui. pour qu'il puisse en fait tout simplement travailler Oui, dans qu'il les arrive meilleures à se conditions. concentrer. Il arrive Donc, à se par concentrer. exemple, on va utiliser un minuteur ou un chrono ou un gros sablier, ce qui va permettre à l'enfant de bien savoir où il en est. On peut aussi lui montrer sur une feuille les différentes étapes de ce qu'on va faire, et lui, ça lui permet de visualiser et de pas se décourager. Euh, Plein de petites astuces comme c'est ça. plein de petites astuces, et c'est vraiment au cas par cas. Il y a des enfants qui vont arriver à mieux se concentrer si on met un petit peu de musique, ça permet d'augmenter un peu le niveau d'éveil, alors sans parole pour le coup, ou dans une langue qu'il ne connaît pas. Je vais le solliciter sur le plan kinesthésique. Enfin, je vais essayer de lui faire apprendre par différentes modalités, mais ça c'est bon pour tout le monde en fait, le fait d'apprendre par plusieurs modalités. Enfin, le plus souvent, la vue et l'audition, ça permet une meilleure rétention des informations. Et puis, l'odorat pour le devoir. Ouais, c'est un peu plus compliqué. Mais en leur expliquant ce qui se passe réellement dans le cerveau quand on mémorise, la connexion entre les neurones, le fait que de relire un cours, c'est la méthode la moins efficace parmi les méthodes qu'il y a pour bien retenir. Donc on va leur expliquer comment s'auto-interroger, comment... Super ça. Voilà. Super. Du coup, ça c'est plein de petites astuces. Et je pense même qu'après, très probablement, tout, on prendra le temps. Quitte à ce que, puisque justement, en fait, on a de la chance, t'es dispo tout ce soir pour pouvoir assurer ce neuro-live, donner quelques petites astuces en fonction des différents profils, peut-être, de certains enfants, pour si ça peut aider donc les parents à éventuellement appliquer ces méthodes-là, ces solutions-là, avec leurs enfants pour le devoir. Je pense que ça serait vraiment cool. On peut continuer. Donc pour les troubles de l'attention, mais ça c'est pour n'importe qui, c'est valable pour tous les élèves, on va essayer de limiter les distracteurs internes et limiter les distracteurs externes. Donc les distracteurs externes, c'est ce qui vient de l'extérieur, ça va être une température adéquate, une luminosité adéquate, pas plein de choses sur le bureau, un siège sur lequel soit il puisse bouger, soit il puisse ne pas bouger, enfin ce qui lui convient mieux. L'environnement sonore, évidemment pas de téléphone allumé ni même sur vibreur, les boîtes mail fermées. Quand on travaille sur l'ordinateur, il n'y a que la page internet qu'on consulte qui est ouverte, il n'y a rien d'autre. Donc ça c'est pour éviter que notre attention parte dans tous les sens. Et ensuite, on peut agir sur les distracteurs internes, et là il s'agit, ça va plus relever de nos pensées, nos émotions. Et c'est pour ça qu'un enfant qui n'est pas bien dans ses baskets, on peut toujours essayer de mettre tout un tas de méthodes de travail. Ça fonctionne pas. Non, ça fonctionne. S'il a l'esprit ailleurs. Voilà. Donc on peut travailler sur les distracteurs internes, justement en travaillant sur l'estime de soi aussi, avec la pleine conscience, la méditation de pleine conscience. Voilà. Donc l'idée c'est vraiment de travailler sur éliminer le plus possible les distracteurs. Donc c'est-à-dire que c'est quand même toujours, bon, après on parle de psychopédagogie, forcément puisque tu travailles aussi avec Psyadom et qu'on avait dit qu'on allait parler aussi de Psyadom, forcément là on fait référence à Psyadom, mais c'est quand même toujours en fait rapporté au devoir,
normalement. Dans le cadre de Psyadam, Oui. bon, moi j'utilise systématiquement les devoirs parce que je me dis que pour l'enfant, même si on n'a pas fait 1 heure de devoir super productif, il y en a au moins une partie qui est faite. Ok. Il y a des jours où on va être très productif au niveau des devoirs, et puis d'autres où on va pas l'être. La semaine dernière, j'ai passé 1 heure et demie avec une jeune fille et on est resté sur le premier exercice de maths du chapitre de vecteurs. Ah. Voilà. Mais en fait, du Les coup, vecteurs, c'est dur. ben, en fait, l'intérêt, c'était qu'elle voit qu'elle arrive à trouver toutes les ressources possibles pour régler un problème quand elle ne comprend pas son cours. Ok. Voilà. Donc là, elle a été sur le groupe de ses amis de WhatsApp, on a été sur Internet, dans son livre, dans ses cours, et on y est arrivé. Et au final, au bout d'1 heure et demie, elle n'était pas frustrée qu'on n'en ait pas fait plus, parce qu'elle était contente d'avoir passé ce cap-là, et du coup, elle va pouvoir le refaire après, en fait. Oui, c'est vraiment ça. Mais je C'est comprends. prendre confiance que on peut y arriver d'une façon ou d'une autre, garder l'énergie tout du long. Là, elle est grande, elle a 17 ans, donc elle a été capable pendant 1 heure et demie de chercher. Et puis, parfois, par exemple, un enfant qui va avoir du mal à écrire, qui n'a pas forcément une dyspraxie, mais que ça va fatiguer d'écrire, pour éviter qu'il soit en double tâche, c'est-à-dire que son attention elle soit sollicitée sur le geste d'écriture, je vais décharger ça, c'est moi qui vais le prendre en charge, et on va travailler sur l'organisation des idées. Si par exemple il a une rédaction à faire. Ok. Voilà. Donc je lui dis, bah, donne-moi tes idées, c'est moi qui écris, et donc lui il a peu à réfléchir, et ensuite je lui propose, je lui demande comment on va les organiser, quel enchaînement on peut faire, et après lui il a plus qu'à, enfin il a plus qu'à, il a un plan cohérent sur lequel il peut s'appuyer pour rédiger. Et en fait, c'est une méthode qu'il va pouvoir après remettre en place. Donc, on le fait ensemble 1 fois, 2 fois, 3 fois, et après, ça s'automatise. En Et faisant. voilà, un peu pour chaque matière. Ok. Pour chaque matière, on va utiliser ce qui est le plus adapté pour la matière et pour l'enfant. On peut utiliser des cartes mentales aussi pour apprendre. Il y a des enfants, ça va pas du tout les aider. Parce que les flèches comme ça, un peu en vague, ça les perturbe. Il y en a d'autres, on va fonctionner avec des flèches. Enfin, on s'adapte en fait à l'enfant, on lui montre toutes les possibilités, et lui, il y en a avec lesquels il va être plus à l'aise aussi. Oui. Et alors, du coup, juste pour vous prévenir, on vient à peine là de voir les commentaires. Je sais pas pourquoi, là, au début, en tout cas, on voyait pas les commentaires. Donc là, ça y est, maintenant, c'est bon, c'est parti. On voit les commentaires. Donc, bah, bonsoir à ceux qui, j'ai pas dit bonsoir, ils ont dit bonsoir. Et puis, bah, donc maintenant, en fait, enfin, on voit vos commentaires et puis donc, Oui. vos questions. Voilà. Donc l'intérêt là pour les devoirs qu'on met tout ça en place, c'est qu'après il y a un réel transfert des compétences sur les apprentissages en classe, puisqu'on travaille directement dessus. Il n'y a pas de... Le transfert des acquis, le fait qu'ils Exactement, puissent. il y a un transfert d'acquis entre ce que nous on fait ensemble dans l'accompagnement des devoirs et ensuite à l'école, puisqu'on ne va pas entraîner une fonction exécutive en particulier, mais une méthode de travail et une prise de conscience de ce qu'on met en œuvre, de nos difficultés, et puis aussi surtout de ce qu'on sait faire. Parce que, et on commence d'ailleurs par ça. C'est-à-dire qu'on fait un peu aussi le bilan de ce qu'ils savent faire, comment ils ont réussi à le faire, et pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont mis en œuvre, et mettre ça en valeur, parce qu'il est évident que les enfants qu'on a pris en charge, leur estime d'eux-mêmes est un peu attaquée, parce qu'en général, ils ont des difficultés scolaires. Donc, notre travail aussi, c'est un peu de les renarcissiser. Et pour faire ça, on va justement utiliser ce qu'ils arrivent à bien faire et dont ils ne se rendent pas compte. Parce que s'ils savent le faire, ils estiment que c'est normal. Donc, on va aussi les interroger, par exemple, sur la conception qu'ils ont de l'intelligence. Est-ce qu'ils ont une conception fixiste ou pas? C'est-à-dire parce que s'ils pensent que l'intelligence, c'est quelque chose comme ça qu'on a, pouf, et qui ne bouge plus, ben, dans ces cas-là, s'il fait une erreur, ça va juste confirmer qu'il est bête. Et alors que si ils comprennent que l'intelligence est quelque chose qui bouge, que plus on étudie, plus on devient intelligent, du coup, c'est pas les mêmes enjeux. Et que du coup, le statut de l'erreur, il change. L'erreur, ça devient l'occasion pour devenir plus intelligent. Plutôt que une bonne raison pour avoir un point en moins. Et l'erreur, donc on réhabilite aussi le statut de l'erreur, qui est vraiment un pilier. Si on se penche dessus et si on essaie de réfléchir pourquoi on a fait cette erreur, c'est justement le moment où il y a des connexions qui se font dans le cerveau et qu'on devient plus intelligent. Donc l'erreur est...
Bah là, pour le coup, ça, c'est vraiment de l'accompagnement. est vraiment bienvenue. Alors après, nous ce qu'on va pouvoir évaluer, c'est la progression de l'enfant. À l'école, c'est plutôt une performance qu'on va noter. On va rarement les réinterroger plusieurs fois sur la même chose. Donc du coup, ils ne peuvent pas se rendre compte de la progression, puisque ce qu'on va leur demander, c'est de plus en plus difficile à chaque fois. Donc là, c'est à nous aussi de pouvoir mettre en avant la progression de l'enfant, qui se rende compte de son évolution. En leur donnant des... Alors déjà, en fait, ça veut dire que forcément, vous, en tant que professionnel, vous prenez le temps de comprendre l'enfant. De pouvoir, encore une fois, se dire donc, quels sont ses points forts, quels sont ses points faibles, par rapport au profil qu'il présente. Le fait de pouvoir lui proposer donc des stratégies pour qu'il puisse être productif, efficace, pour qu'il puisse être valorisé par rapport à ce qu'il sait faire. Le fait de lui expliquer aussi, donc tu parlais d'intelligence, donc forcément ça, pour moi en tout cas, ça fait aussi encore une fois partie, enfin ça fait appel à de la métacognition. Ah oui, oui. Donc c'est le fait qu'il comprenne bien ce qu'il est en train de travailler. Et puis après, derrière cette métacognition-là, à mon sens, il y a deux points positifs, normalement, deux conséquences qui sont plutôt bénéfiques pour l'enfant. C'est non seulement donc, le transfert des acquis qui va être normalement plus rapide, c'est-à-dire qu'il va pouvoir appliquer normalement plus rapidement dans son propre environnement ce qu'il aura appris à domicile avec vous, et puis l'estime de soi. Parce que normalement, donc, il se dira, bah chouette, j'y arrive, et donc, bah, si j'ai réussi à le faire là, dans ma chambre, bah, ça veut dire que tout seul, je suis capable de pouvoir le faire aussi à l'école, en situation, soit en classe, ou en situation de contrôle. D'où, encore une fois, l'importance de la métacognition. Alors, petite question, pour vous, ça c'est question, enfin, c'est côté patient. J'ai eu aussi, en fait, alors, du coup, il y a des parents en fait, qui peuvent se dire, mais est-ce que ça nécessite pas que le professionnel il ait les connaissances, mais vraiment en fait c'est au niveau du contenu. On est tous psychologues parmi les personnes qui interviennent chez Psyadom, mais on est d'orientations différentes. Moi je suis neuropsy, il y en a qui ont fait clinique ou psychopatho, mais après on a des réunions mensuelles et hebdomadaires où on va pouvoir parler des cas, et puis il y a tout un tas d'informations qui sont disponibles sur notre réseau interne. Okay. Nous, on est encadrés. Aussi bien au plan, on a une supervision, même plusieurs supervisions, on peut exposer les cas pratiques, dès qu'il y a quelque chose, une question qu'on se pose, on peut faire appel à quelqu'un, donc il y a beaucoup de ressources. Donc ça c'est bien, ça rassure les parents. Oui, non, on n'est pas tout seul. Ouais. On est tout seul avec l'enfant, mais il y a toute une équipe derrière. Dès qu'il y a un souci, on peut même passer la main. Parfois, il peut ne pas y avoir ça ne matche pas forcément toujours, donc on peut changer. Enfin, c'est très souple, puis on n'est pas seul. Oui, parce que le fait d'avoir cette casquette praticien, forcément le fait d'intervenir à domicile, ça reste quand même proche à une prise en charge, je dirais, mais c'est juste qu'en gros, ça a la forme autour du scolaire. Oui, on utilise les devoirs comme moyen. On va pas travailler, on fait pas de la remédiation cognitive. C'est à cheval en fait entre la remédiation cognitive et l'aide aux devoirs. C'est un subtil mélange. La remédiation cognitive adaptée. Oui, mais on utilise quand même comme matériel, on utilise les devoirs. On ne va pas utiliser des logiciels pour faire une remédiation des fonctions aisées ou des fonctions qui sont déficitaires. Bon, en tout cas, ça a l'air super. Je pense que ce qu'on fera, c'est très probablement on mettra le lien, en tout cas, vers Psyadom, je pense en commentaire. Comme ça, les personnes qui souhaitent avoir d'autres informations concernant donc Psyadom pourront cliquer sur le lien et puis donc voir par eux-mêmes. Il y a quand même pas mal de contenu aussi sur le site, en tout cas, il est assez explicatif des choses qui sont travaillées par le biais de Psyadom. De quoi on pourrait parler? Qu'est-ce qu'on avait préparé? Pour les rendre plus actifs, les enfants, plus actifs dans leur démarche d'apprentissage, l'idée c'est d'arriver à éveiller leur curiosité. Et pour éveiller leur curiosité, en fait, la curiosité, elle se déclenche quand on observe quelque chose qui est pas normal,
mais enfin quelque chose qu'on ne connaît pas, mais qu'on pense qu'on peut apprendre. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important que l'enfant il ait une bonne estime de lui, parce que sinon il va avoir que des croyances négatives sur ses capacités d'apprentissage, et la curiosité va pas être mise en marche quand il va observer quelque chose qu'il ne connaît pas, parce qu'il pense qu'il ne va pas pouvoir y accéder à cette connaissance. Donc l'idée, c'est d'arriver à lui faire comprendre qu'il peut y accéder à cette connaissance, parce que lui, il connaît déjà des choses dessus. Et donc c'est lui faire prendre conscience de ce qu'il sait, et lui apprendre à faire des liens, et bon, voilà. Alors du coup là, ça Et effectivement... c'est comme ça que petit à petit, on va le rendre curieux, donc actif, et s'il est actif, eh ben, il porte son attention sur l'objet d'étude, et puis la machine est en marche. Le fait en fait de l'impliquer tout simplement dans qu'il soit acteur lui-même de son progrès, de ses améliorations, et même de trouver les stratégies. Qu'il ait conscience, oui, bah, ça, bien sûr ça arrive aussi, mais surtout, il y a des enfants qui disent moi je suis nul, j'y arriverai pas. Donc ils se penchent pas sur la question, d'ailleurs ils ont une posture comme ça pour travailler. Voilà, dès qu'on voit que l'enfant comme ça il se rapproche, il se met en place, ça y est, c'est bon. C'est gagné. Voilà. Il va pouvoir... Mais tant qu'ils n'ont pas conscience qu'ils savent des choses, ils restent dans une posture assez passive. Mais parce que c'est des années et des années de situations difficiles qui ont engendré une résignation apprise, donc ils n'essayent même plus. Ok. Voilà. Donc en gros, curiosité, ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Et j'imagine que de toute façon, avec un enfant parce que voilà, l'enfant il manque de confiance en lui. Comme tu le dis, ça fait depuis des années, de toute façon il est confronté à des situations de mise en échec. Est-ce qu'on passe par des choses, des connaissances extrascolaires pour l'amener à ce qu'il prenne confiance aussi? On peut partir de ça, ou après, dans ce qu'il y a à faire à l'école, l'interroger sur des choses dont il ne pense pas que c'est fabuleux de le savoir. Je comprends. Justement, il est pas bon en histoire, il est pas bon en maths, il est pas bon en français. Ça, c'est ce qu'il va dire, mais après, moi, en lui faisant faire quelque chose, je lui dis, bah si, tu sais faire ça. Et comment t'as fait? Et donc là, je vais l'interroger sur qu'est-ce qu'il a mis en place pour réussir à faire ça. Et au moins, comme ça, après, derrière, il gagne confiance en lui-même. Exactement. Et on suscite c'est pas magique, hein, Et puis après, on suscite la curiosité. Mais quand même, assez rapidement, j'ai constaté ça c'était des jeunes assez grands, ils étaient au lycée. En moins de 10 séances, ils se sont ils étaient autonomes, ils avaient automatisé un peu tout. J'ai vu des jeunes, je suis arrivée, l'ordi il était déjà allumé, ils étaient déjà prêts. Parfois j'arrive, je vois la liste des devoirs à faire qui est déjà accrochée au mur. Et du coup, ils prennent des initiatives, ils s'organisent et je les sens beaucoup plus dynamiques. Et à partir du moment où je sens ça, moi j'ai fini. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y aura des solutions, donc des pistes à donner aux enseignants? Aux enseignants, donc quand il y a un groupe de 30 personnes. Je sais, c'est pas facile. En fait, ce qu'on avait vu d'ailleurs dans une des formations qu'on a reçues par Siadam, ce qu'on propose en fait pour chacun des enfants qui a une difficulté, finalement, on s'est rendu compte que ça bénéficiait à la totalité des enfants. Donc, d'avoir des objectifs très courts, à très court terme, précis, savoir où on en est, présenter les choses par tirer en séquence plutôt qu'un gros texte, leur apprendre à repérer les informations importantes, toutes ces choses-là, en fait, on peut les faire pour tout le monde sans qu'il y ait un enseignement, comment on appelle ça? Je vais combler le temps. Pardon? Non, je vais combler le temps. Attends. Ah, d'accord. Non, je ne vais pas retrouver le mot. C'est des aménagements qu'on peut proposer peut-être à tous les enfants. Après, par exemple, un enfant qui a un trouble de l'attention, il ne va pas retourner les feuilles si c'est recto verso. Je ne sais pas, un enfant qui a des troubles de la programmation du geste, il ne va pas réussir à bien coller les feuilles dans son cahier. Après, pour 30 enfants, il n'y a pas une classe avec 30 enfants. Non, bien sûr. Dyspraxiques ou... Non, c'était en fait en gros comment. Parce que ça arrive quand même souvent en fait qu'il y ait des enseignants qui nous disent mais comment je dois faire?
avec cet enfant? Alors, Avec un enfant TDAH, avec un enfant HP, avec bah un après, enfant 10? ouais, alors s'il y a de l'hyperactivité, il faut lui permettre de bouger le plus possible et à la limite de l'autoriser à être assis sur une balle ou... Bref, il faut trouver un moyen pour qu'on puisse le laisser bouger sans que ça perturbe les autres ni que ça fasse du bruit. Parce que lui, quand il bouge, c'est comme ça qu'il arrive à se mobiliser. Si on l'empêche de bouger, en fait, toute son attention, elle est concentrée sur « je bouge pas ». Et donc, elle est plus disponible pour les apprentissages parce que notre stock d'attention, il est limité. Voilà. Ensuite... Donc, ça veut dire qu'on ne cherche pas forcément à asseoir derrière une table un enfant TDAH ah ben pour non. le travail. Ben, on peut le faire, mais à ce moment-là, c'est ce qu'il aura appris à faire dans la journée. Il sera plus du tout disponible pour les autres apprentissages. Donc je me rends bien compte que c'est compliqué. S'il y a 30 enfants, il faut voir comment un enfant va bouger ou pas. Mais... Non, mais un seul enfant. Alors, du coup, peut-être que je n'étais pas clair dans ma question. Un, ça suffit. Oui, non, ouais, un seul enfant. Un seul enfant. Pas 30 enfants à TDAH. Après, pour les enfants HP, bah, le tutorat, ça marche super bien parce que ça leur fait du coup travailler la métacognition en plus et l'empathie. Donc ça c'est très efficace le tutorat et puis eux-mêmes d'expliquer à quelqu'un d'autre ça leur fait encore mieux comprendre ce qu'ils doivent faire. Ensuite on va pour un enfant qui est dyspraxie, ça dépend si ça a été reconnu ou pas, on va le laisser travailler sur l'ordinateur, prendre ses notes sur l'ordinateur, mais bon, avant qu'il ait appris à l'utiliser l'ordinateur, on va éviter de lui donner un compas, en géométrie, je pense que ça voilà, la géométrie, ça va être plus compliqué. Je sais pas, un enfant qui est dysorthographique, bah, sur une rédaction, on va pas le noter sur l'orthographe. On va essayer, disons que quand on est enseignant et qu'on a un enfant qui n'a pas réussi à automatiser quelque chose, donc qui a un trouble des apprentissages, on va éviter qu'il se retrouve en double tâche. C'est-à-dire que, comme par exemple, écrire pour un dysgraphique, comme c'est pas automatisé pour lui, c'est pas l'arrière du cerveau qui le gère, c'est l'avant. Or, l'avant, c'est limité. Donc, tout ce qu'il utilise pour le geste d'écriture, ça ne sera pas disponible pour travailler, je ne sais pas, la synthèse ou le résumé, ou je ne sais pas ce qu'ils travailleront. Donc, l'idée pour tous les enfants qui ont un trouble, c'est de les soulager de cette difficulté, de façon à ce que toute leur énergie, toute leur intelligence, elle soit disponible pour l'apprentissage qui est en train de se faire. Si c'est un exercice d'écriture, bon, là, on va joyeusement. Mais si c'est pas un exercice d'écriture et que l'enfant a du mal à écrire, on le soulage de ça. Sinon, il aura juste fait ça toute la journée. Alors là, pour le coup, en fait, on revient encore sur le nombre d'enfants qui vont être diagnostiqués, alors, officiellement ou officieusement, comme étant des enfants qui ont un trouble de l'attention. Alors que non, ce n'est pas vrai, ils n'ont pas un trouble de l'attention, c'est juste qu'ils présentent une autre difficulté, un autre trouble, qui fait que forcément l'enfant ne parviendra pas à travailler sur l'attention. Exactement. Parce que... Après, ça peut être aussi le trouble de l'attention qui a généré les autres troubles. Oui. Mais bon, là, après, c'est pas aux enseignants de... Enfin, ils ne peuvent pas faire la part des choses. Ce qu'ils peuvent voir, c'est qu'il y a une difficulté. Après, c'est à nous de voir où elle est, cette difficulté. Donc un professionnel qui doit faire un bilan. Voilà, exactement. Où exactement quelle est vraiment la cause de tous ces symptômes. Parfois, il y a des enfants qui viennent, ils manquent juste de sommeil. Et ils ne peuvent pas mémoriser, et ils ne peuvent pas faire attention. En fait, il n'y a pas de trouble de l'attention, il n'y a pas de trouble amnésique, et c'est juste un enfant qui se couche beaucoup trop tard. Voilà. Donc, ça fait beaucoup d'heures d'évaluation pour ça comme conclusion, mais ça existe aussi. Ça, c'est vrai. Voilà, donc si on manque de sommeil, on ne va pas pouvoir faire attention. Si on est anxieux. C'est pour ça que dans l'accompagnement qu'on fait pour les devoirs, c'est vraiment une approche globale où on va aussi tenir compte des phénomènes environnementaux. On va un peu travailler sur tous les axes. Voilà. Et l'hygiène de vie, elle en fait partie. Justement, ça, c'est des choses que j'imagine. De toute façon, vous reprenez forcément avec les familles. Il faut être bien sûr de l'enfant, encore une fois, il faut que tu sois dans les bonnes conditions pour pouvoir travailler. Est-ce qu'il y a des... alors, je sais pas, en fait, s'il y a des parents qui souhaitent nous faire part un peu de leur expérience. Clairement, en fait, en disant, moi, avec mon enfant, j'ai du mal à
travailler les devoirs parce qu'il ne veut pas les faire, parce que pour lui c'est trop difficile de rester. Alors ça c'est pareil, le temps passé à. Beaucoup en fait se disent, mais en gros, pendant combien de minutes on peut vraiment Faire focaliser son attention, attention. alors bon, ça dépend de l'âge, mais nous, c'est 45 minutes. Et les plus petits, en maternelle, ça va être 10 minutes. Et puis, peut-être qu'on passe à la demi-heure chez l'ado. Mais globalement, alors par contre, les pauses, elles sont courtes. C'est-à-dire qu'on va faire 30 minutes et puis 5 minutes de pause. Là, avec une ado, 17 ans, on fait 45 et 5 minutes de pause. Ok. On travaille comme ça. Donc ça sert à rien en fait de travailler 2 heures de suite comme ça pour le devoir. Non. Non. Mais non, parce que les ressources, elles s'épuisent et on n'est plus efficace, on perd en productivité et donc on se démotive. C'est ça. C'est important de le rappeler. Donc C'est super important de le il rappeler. faut se lever, se dégourdir. Après, chacun a son truc pour se ressourcer, mais 5 minutes et se remettre dans la tâche. Et le fait de séquencer, il n'y a rien d'anormal à ça. En fait, c'est Non. tout à fait normal de dire, bon bah voilà, au bout de Oui. 40-45 minutes, je fais une pause. Après, si l'enfant il a besoin au bout d'un quart d'heure, on fait 2-3 minutes au bout d'un quart d'heure. Parce que sinon, les devoirs ils vont durer 3 heures et l'enfant va réellement travailler 10 minutes. Donc, on fait une session de 15 minutes, quelques minutes de pause et on s'y remet. Ah, super. Ah oui. Oui. Du coup, on va lire à haute. Alors, bah nous ici, c'est un coussin. Enfin quoi? Un coussin? Un coussin. Un coussin? Pour Dernière. Ah pouvoir oui, bouger. oui. Et avec une chaise qui tourne, donc tant que pas de l'écrit, je laisse faire et je gagne en production. Oui, c'est ça. Vous avez vu comment je lis très très mal, mais... Ou une chaise qui tourne. Voilà. Bah, ça c'est très bien par exemple. Il y a aussi des élastiques qu'on met entre les deux pieds de la chaise. Il y a ça. Il y a les balles qu'on utilise pour les abdos là. On utilise ça. Des choses, les laisser manipuler des choses avec la main. Ça, en plus, ça limite. Marcher, être allongé, je les laisse dans la position qu'ils veulent en fait. Oui, si en fait ils sont en mouvement, oui. en soi. Après, même idéalement, si l'école après derrière accepte aussi que l'enfant puisse avoir ces libertés-là, c'est super. Bon. Ça, c'est si l'école accepte. Ah bah, l'élastique sur la chaise, ça se fait dans des écoles. Ok. Voilà. C'est pas bruyant. En fait, l'idée, c'est que ce soit pas quelque chose de bruyant. Parce que les petits jeux avec le stylo qui vole et qui tombe par terre, ça peut être... Ouais, si ça distrait les autres enfants, c'est pas... Aussi. C'est pas forcément ce qu'elle veut. Les élastiques des chaises, quand tu as pas... tu prends des chambraires de vélo. Et ouais. Et si on n'a pas de vélo... Ouais. Non, effectivement. Très très bonne astuce, Cindy. Après, pour les tout petits, là, je vois qu'il y a un commentaire pour la lecture. Pour les tout petits, ce qu'il faut penser, c'est qu'ils ont très peu de choses qui sont automatisées. Donc, ce qu'il faut, c'est travailler une chose à la fois. C'est-à-dire que si vous travaillez sur l'écriture, ça va être que l'écriture, mais pas l'orthographe. Si vous travaillez sur l'orthographe, vous utilisez par exemple des lettres de Scrabble, mais vous ne le faites pas en plus écrire, de façon à ce qu'il ne se retrouve pas en double tâche et que toute sa concentration, elle soit portée sur vraiment sur l'orthographe du mot. Donc on utilise les lettres du Scrabble, vous pouvez utiliser des Lego, vous mettez les lettres dessus. Si c'est de l'organisation dans un texte qu'on va faire, à ce moment-là, on ne travaille ni l'écriture ni l'orthographe. On lui laisse produire, et à ce moment-là, si vraiment c'est catastrophique, l'écriture et l'orthographe, Word, là, qui va nous faire quelque chose de propre et de bien écrit, de façon à travailler que l'organisation des idées. Donc voilà, pour les tout petits et même pour les plus grands qui ont des difficultés, toujours veiller à ne pas les mettre en situation de double tâche et bien travailler ce qu'on est supposé travailler. Étape par étape, exactement. On définit les objectifs. Oui. Et au moins comme ça, en fait, on sait que ça va pouvoir être acquis et on va pouvoir travailler après le reste. Exactement. Et c'est pas grave en fait si il n'arrive pas tout d'un coup. Non. Après, on peut le rendre amusant, on peut faire un pendu pour l'orthographe. Je pense aux petits qui sont en CE1 par exemple. Voilà, travailler avec des pendus. Tout plein de petits. Oui. Ah bah ça en plus, puisque tu parles de jeu, on est d'accord que le jeu, il y a beaucoup de choses qui s'apprennent aussi par le jeu et que c'est un excellent outil pour permettre d'apprendre, tout simplement, le fait de passer par le jeu. Et puis demander à l'enfant de nous faire la leçon aussi. Parfois je dis, la semaine prochaine c'est toi qui me fais la leçon. Et donc il est obligé de préparer, de voir comment il va s'organiser, ça lui fait travailler toute autre chose.
Il y a Nima là, par exemple, qui pose la question, est-ce qu'on peut mettre des rituels en Ah bah oui, place? oui, oui, au contraire. Oui, ça c'est... Exactement. Mais c'est Parce- justement ça l'idée, c'est automatiser des procédures. pour le mettre en confiance. Oui, et puis oui. Et puis Et pour puis favoriser aussi, comme l'apprentissage. c'est automatisé, il n'a plus besoin d'y penser. Il Ouais. sait que quand tu rentres, il pose ses chaussures là, le manteau là, le cartable dans la chambre, et qu'après il va ouvrir son carnet, qu'après il va faire voilà. Donc on peut séquencer en fait toutes les parties. La partie, je rentre dans la maison jusqu'à, je vais à mon bureau, Hmm. et de mon bureau jusqu'à finir mes devoirs. Donc tout séquencer. Bon, là, faut pas. Mais par contre, on va travailler séparément les choses. Oui, oui. Pour, au moins comme ça, donc, on peut obtenir Bah, des par résultats. trois, on peut avoir deux, trois objectifs. Et puis après, on passe à deux, trois objectifs, mais en restant pas mal sur les premiers objectifs, histoire de voir la progression, que lui, il sente aussi. Et puis Ouais, après, progression. on monte à une étape supérieure. Ok. Bon, après, c'est vraiment en fonction de chaque enfant. Euh, Tu fais comment les comment? retranscriptions orales? iPad. Je comprends pas la question. Moi non plus. Euh, en plus, surtout que du coup, j'ai pas d'iPad. Alors, retranscription orale. Orale? Non, ça doit pas être oral. Bon. En fait, t'as vu, on avance beaucoup hein, pour lire. Euh, alors, du coup, on a parlé de psychiatre, on a parlé de psychopédagogie. De double tâche. De double tâche. Tu nous as bon, présenté quelques profils et tout d'enfants avec quelques pistes. C'est sous-dicté. Sur l'iPad, c'est sous-dicté. Ok. Alors, pour les enseignants curieux, voir ce qui se fait au Canada, tout l'enseignement est basé sur la pédagogie explicite. Il existe de nombreuses informations en accès libre ou de livres sur Chennevières. Bon, d'accord. Donc, du coup, j'ai compris pour les commentaires. Et effectivement, alors après, pour le coup, oui, à l'étranger, il y a pas mal de choses hein, qui sont déjà proposées. Et ça, c'est chouette. Donc, merci pour ces informations-là. Effectivement, le Canada peut être en avance sur certaines choses comparé à la France. Et ça, on le sait. Euh, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais mettre en avant? Ah, on a le temps. C'est pour ça, en fait, on Non, prend le temps. là, Alors peut-être le temps que tu réfléchisses à éventuellement s'il y a des choses à mettre en avant ou pas. Je voulais juste revenir sur deux choses. Du coup, je profite en fait là du live. Je voulais simplement rappeler que donc, alors non seulement, en gros, bon, nous professionnels hein, qui avons développé donc les NeuroLive, on l'a fait pour les familles. Initialement, c'est pour les familles, c'est pour les patients, encore une fois, qui peuvent être isolés, que ce soit géographiquement, financièrement. Donc, c'est un temps où on se rend avec plaisir disponible pour pouvoir partager un maximum d'informations et d'expériences. Ce n'est pas professionnel contre qui que ce soit, mais c'est au contraire, c'est des professionnels qui sont avec les familles. Les professionnels qui interviennent pour les NeuroLive, c'est des professionnels qui donc, ont entendu parler du NeuroLive et qui se rendent justement donc disponibles, et on les remercie pour faire part de leur connaissance et de leur expérience pour vous, justement pour aider un maximum de familles à obtenir des informations. C'est simplement, voilà, je voulais quand même le rappeler parce que la semaine dernière, en gros, j'étais absent et je n'avais pas Facebook pendant une semaine. Et puis, du coup, en allumant mon portable, j'ai vu plein de commentaires, plein d'échanges sur le groupe. Et il y a certains commentaires, en gros, qui, moi en tout cas, c'est comme ça que je l'ai interprété, douter de nos intentions. Donc, encore une fois, si en gros, personne pense que le Neurolive c'est fait parce c'est différent, on va dire, des familles ou ce genre de choses, ce n'est pas le cas. Et du coup, donc, ces personnes-là n'ont pas compris le concept. Non, en fait, on est avec les familles, évidemment, on est du côté des familles, on est évidemment aussi conscient de, euh,
des problèmes qui existent dans notre société avec le système actuel. Et du coup, bon voilà, ça c'est en gros, on prend le temps les jeudis soirs d'apporter un maximum d'informations et se rendre disponible. On se dit que bah, c'est au moins un petit truc où on peut échanger entre nous. Voilà. Je voulais revenir en fait sur ça parce que j'avais pas eu l'occasion de pouvoir le faire, donc ça fait maintenant 2 semaines. Et autre chose, le deuxième point, donc ça c'est plutôt on va dire une bonne nouvelle. Je sais pas si je l'annonce là ou à la fin, ça dépend de ce que tu as à dire. Non, moi j'ai fait à peu près le tour C'est de vrai? ce que je voulais dire. Ok, bon bah du coup alors je peux l'annoncer là. Donc, mercredi prochain à 21h on lance les Psycholive. Psycholive du coup c'est quoi? Et ouais, parce qu'il y a une Neurolive du coup le jeudi et maintenant on fera un Psycholive aussi le mercredi. Ça a été pensé un peu comme en gros le concept de radio libre. Les personnes vont pouvoir appeler, on va vous communiquer un numéro et vous allez pouvoir appeler pour partager là pour vous votre expérience, votre situation, quelque chose qui pose problème, une problématique que vous voudriez donc exposer à un professionnel. Et donc les personnes vont pouvoir écouter via Facebook. Évidemment, donc le nom de la personne qui appelle n'est pas divulgué, donc c'est pour ça justement qu'on passe par un téléphone, comme ça au moins il n'y a pas le nom qui s'affiche. À contrario de là, ce qui est fait tout pendant le NeuroLive. Les personnes pourront appeler et nous, en gros, bah, sur un peu le concept voilà, de radio libre, on échangera avec la personne qui appelle et puis on essaiera d'apporter des solutions pendant le live, pendant le psycho-live. Et alors, par contre, ça ne sera pas gardé. À l'inverse, là aussi, pareil du NeuroLive où en gros les vidéos sont postées et vous pouvez très bien les retrouver donc sur le groupe des semaines, des mois après. J'espère des années après. Là, donc, là, le Psycho Live, ça sera juste entre 21h et 22h. Et puis après, passé 22h, on n'aura plus possibilité de pouvoir écouter les échanges. On fera simplement en fait un mini récapitulatif, évidemment sans donner le nom encore une fois de la personne qui a appelé, mais en disant bah voilà, face à telle situation, nous c'est ce qu'on a conseillé. Voilà, voilà. On peut faire ouais, des blagues si vous voulez. Est-ce qu'il y aura des thèmes? Je pense que les premiers, les Psycho Live, il y aura pas forcément de thème. On voulait le faire là pour le mois de décembre parce qu'on est tous conscients et on le sait très bien, hein, que le mois de décembre, c'est pas forcément un mois facile pour tout le monde. C'est quand même le mois, il me semble, hein, si ça n'a pas changé, hein, où il y a quand même le plus de tentatives de suicide. Parce que même si donc on va dire, on rentre dans la période des fêtes normalement, hein, pour pas mal de gens, bah, il y en a certains qui se retrouvent totalement isolés. Il y en a quand même beaucoup, beaucoup. Et du coup, en fait, on voulait absolument que ce soit lancé au mois de décembre, donc ce Psycho Live. Et du coup, donc, les premiers, il y aura pas vraiment de thème. Nous-mêmes, on va quand même animer l'heure. Comme ça, bon, bah, s'il y a personne qui appelle, on aura du contenu à diffuser. Mais pour les premiers, il n'y aura pas de thème. Par contre, il y aura des professionnels qui vont être amenés donc à nous rejoindre. Et à ce moment-là, oui, il y aura des thèmes. Une partie, ça sera beaucoup, beaucoup tourné vers l'enfant, l'adolescent et le jeune adulte, parce que de toute façon, c'est le public radio libre, où en gros, bah, voilà, on appelle, on a ce souci-là, et on veut en parler à quelqu'un, on ne veut pas forcément en parler à nos parents. Et puis après, évidemment, puisque du coup, il y a aussi quand même beaucoup de parents qui nous suivent sur NeuroLive, il y aura des thématiques qui concernent donc les parents. Voilà. Du coup, ça, je voulais le dire là parce que donc, ça commence mercredi prochain, donc mercredi 12 à 21h. Et donc, la page, elle va être. On n'a même pas encore la page Facebook, mais ça va être fait du coup là assez rapidement. Et pour répondre à Nima, oui, on pourra faire des blagues si on veut. On verra du coup si du coup nous-mêmes on raccrochera pas si tu fais trop de blagues. Euh, Alors, pardon. Bonsoir, la démarche a l'air géniale, mais il semble important que déontologiquement parlant, on ne peut proposer un soin par téléphone sur un temps si restreint. On peut avoir des recommandations de... Évidemment, ça n'a pas pour but de remplacer une consultation auprès d'un professionnel.
à ce moment-là, on est bien conscient que de toute façon, si ça vire en prise en charge, 1 heure, ça ne suffit pas. Et de toute façon, si la même personne appelle tous les mercredis à 21 heures et que du coup c'est une consultation maquillée ou déguisée, non, nous-mêmes en fait, évidemment, on ne laissera pas cette personne faire parce qu'on est bien conscient que déontologiquement, ça ne se fait pas. Non, c'est quand même plus cool, on va dire. C'est pas du tout, ça n'a pas prétention de remplacer une prise en charge auprès d'un professionnel, que ce soit en cabinet ou à l'hôpital ou en structure, pour répondre aux commentaires. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter, Nathalie? Je Non? comprends pas. Ok, super. Merci beaucoup, merci pour ton temps, merci pour tout ce que tu as apporté comme information. Je pense que c'est un thème qui est extrêmement intéressant. Et là aussi, pour le coup, comme la plupart d'ailleurs des thèmes, hein, du NeuroLive, c'est en vrai, on pourrait prendre 3 heures en fait pour parler de psychopédagogie. Parce que chaque enfant Oui, est c'est du cas différent. par cas. Donc, C'est ça. c'est des micro-détails qui vont paraître complètement insignifiants pour un enfant, mais qui vont changer la vie d'un autre. Donc, en fait, il y a aussi, quand on a l'enfant devant nous, il faut aussi compter sur notre créativité. Parce que, voilà, c'est ça, c'est sur le moment, en fonction de l'enfant, on va avoir des idées, on va mettre en place des trucs qui vont marcher. Et limite, alors tu sais ce qu'on pourrait faire, si tu es d'accord, hein. Peut-être que du coup, ce qui serait bien, c'est que les parents, en tout cas les personnes qui nous regardent, euh, fassent part vraiment de leur quotidien et mettent en avant certains Mais profils. nous, on fait tiers aussi. Parce Mm. qu'il y a aussi ce problème des parents qui aident les enfants. Donc ça marche sur les petites sections, mais quand ils grandissent, ça devient vraiment compliqué et c'est un sujet de dispute. Et donc ça pollue un peu la vie au quotidien, de tous les jours. Ça déteint vraiment sur tout le reste de la vie de la famille. Mm. Donc nous, on est là aussi pour faire tiers. C'est-à-dire qu'on va retirer cet élément méga anxiogène entre les parents et les enfants. Donc, même si on fait exactement comme le parent, du coup, on va pas avoir le même résultat parce qu'on n'est pas leurs parents. Oui, Voilà. c'est Donc déjà, juste le fait que ce soit une autre personne, ça change tout. ça change, Ça change, carrément. voilà. Et ça change tout sur l'ambiance qu'il y a à la maison, sur le plaisir après qu'ils vont avoir le reste de la soirée. Parce que quand on passe 1 heure et demie à s'arracher les cheveux sur une addition, on est un peu moins disponible après aux autres moments de la vie de famille. Il faut parfois, du coup, même la plupart du temps, en fait, passer par un tiers pour Oui, préserver un bon climat exactement. familial et puis Ouais. ne pas avoir de relations conflictuelles entre Oui, parents et enfants à cause des oui, devoirs. oui, oui, oui. C'est vrai, c'est vrai. Et Bah, puis notre but à nous, c'est quand même de les rendre autonomes, les enfants, hein. C'est pas ouais. qu'ils soient accompagnés toute l'année. Enfin, après, ça dépend des pathologies, mais disons que l'idée, c'est quand même une prise en charge courte, on automatise le tout, et après, on s'en sort tout seul. Parfait. Enfin, à l'école, en tout Ouais. cas. Oui, ouais. Merci du coup Nathalie, merci pour ton temps, merci pour toutes ces informations, merci aussi du coup à vous pour tous les commentaires et puis pour les partages. Je vais forcément du coup après prendre le temps aussi de revoir donc les commentaires parce que donc les premiers on les voyait pas, donc si jamais on n'a pas répondu à certaines questions, on prendra le temps de répondre à ces questions. Je vais du coup laisser la vidéo sur le groupe NeuroLive. Encore une fois, n'hésitez vraiment pas à partager. D'ailleurs, oui, on avait fait plus de 1000 membres, hein, sur le groupe. J'avais pas tout réagi et puis on attend toujours la danse d'Adrien, mais c'est juste génial parce que on a commencé au mois de mars dernier et là du coup aujourd'hui on est plus de 1000. Euh, Bah c'est bon pour moi. Merci, Gabriel. Avec plaisir. La semaine prochaine, donc, il n'y aura pas de NeuroLive parce qu'il y a eu un changement de programme. Mais du coup, le thème qui aurait dû être abordé donc, la semaine prochaine, épilepsie chez l'adulte, sera très probablement donc, abordé au mois de janvier. Donc ça va, c'est pour bientôt. Et puis donc, Psycho Live, donc mercredi à 21h. Voilà, voilà. Passez une bonne soirée. Très bonne soirée. Voilà, puis bah, du coup, à bientôt. Ciao!